Bonjour Yassir. Bonjour Jonathan. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast, sur la version éditeur. Je te fais un petit rappel des règles, c'est celui que je fais à tout le monde. Donc t'es pas le sponsor de ce podcast, donc j'ai le droit de te poser toutes les questions que je veux. Toi, tu peux répondre comme tu le souhaites, tu n'as aucune obligation de répondre. Donc voilà, l'idée c'est que les auditeurs comprennent ta solution principalement. Et en fait, c'est pas une démo commerciale. Le but, c'est vraiment que, on va dire que c'est un peu le premier rendez-vous qu'on faisait quand on était MOA, quoi, grosso modo. Donc voilà, donc merci beaucoup. Et bien, je vais t'inviter déjà à toi à te présenter personnellement, quand même que les gens sachent qui tu es. Mhm. Moi, je te connais. Surtout après que tu nous expliques un petit peu Lucanet et qu'est-ce que vous avez fait et depuis quand vous existez et pourquoi. Parfait, merci beaucoup Jonathan pour l'invitation. Moi je suis Yasser Drissi, je suis responsable commercial chez Lucanet. Je suis un pur produit de la finance, hein. J'ai démarré en contrôle gestion, puis audit. Ensuite je suis passé sur la partie conseil, dans un premier temps en transformation et dans un deuxième temps en finance et implémentation. Voilà donc par rapport à moi. Par rapport à Lucanet, Lucanet c'est un éditeur de logiciels allemand créé en 1999 par des consultants financiers justement pour répondre aux besoins de marché, puisqu'à l'époque justement il n'y avait pas beaucoup de solutions qui existaient c'est une société qui a fait sa croissance principalement organiquement jusqu'à devenir un leader européen de l'EPM. Là, aujourd'hui, à partir de 2022, on est backé par un private equity. Ok. Donc, ce qui nous donne aussi les moyens de réaliser nos ambitions. On fait un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros, avec Ok. une croissance régulière de deux chiffres à deux chiffres. Justement, on est autour de 1000 personnes à travers le monde, avec un tiers de l'effectif dédié à la R&D. Ok. Voilà, donc ça, c'est important. On est toujours engagé à améliorer notre produit pour rendre le meilleur service à nos clients. Et c'est quoi votre positionnement de marché? Vous visez quel type d'entreprise? Euh, donc nous, Lucanet aussi, on est entreprise internationale, hein. On est présent dans une trentaine de pays à travers le monde, soit en présence directe avec des entités sur place, ou soit avec une présence indirecte via les partenaires. Nous, notre sweet spot ou notre cœur de métier, disons, c'est les entreprises de taille intermédiaire, c'est le mid-market. Ça peut aller à un chiffre d'affaires jusqu'à 1 milliard, 1,5 milliard, bien qu'on ait des clients qui dépassent très largement ce chiffre d'affaires-là, chose qui est possible grâce à notre plateforme et à la scalabilité aussi de notre solution. Et donc vraiment notre sweet spot, c'est le mid-market on est plutôt, comment dirais-je, pas sectorisé. Donc on travaille avec différents secteurs d'activité, que ce soit du retail, de l'industrie, du service et ainsi de suite. Moi, je vous connaissais bien parce que l'outil de conso, principalement, hein, vous êtes réputé pour ça. Initialement, Canet, c'était beaucoup de conso. Je sais que vous avez acquis aussi une boîte pour faire de l'EPM. Maintenant, vous avez une plateforme complète. Justement, au niveau de la typologie de vos clients, tu disais pas sectorisé, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus, nous dire un petit peu des clients un petit peu majeurs et phares que vous avez et qui nous permettent un petit peu de nous rendre compte un petit peu au niveau ETI, parce que c'est pas évident. Quand c'est du grand compte, c'est facile. On Mhm. arrive à se rendre compte à peu près des clients, mais est-ce que tu as des références un petit peu à nous communiquer? Bien sûr, bien sûr. Donc juste par rapport aux produits, vous avez déjà signalé le fait qu'on était principalement connu pour la conso et aussi le reporting financier. Généralement Et les la clients, plaquette, il y a en plein de choses. effet, généralement les clients, mais initialement la plupart de nos clients viennent nous voir pour de la conso et du reporting financier. Et naturellement, ils tendent vers d'autres produits de la plateforme, à savoir du disclosure management, donc la plaquette, taguer XBRL, etc. Du TMS pour la gestion de trésorerie, des solutions liées à la fiscalité, au reporting fiscal, de l'ESG pour répondre aux obligations de CSRD et du FP&A, bien sûr. Et donc en termes
pour répondre exactement à la question, à la dernière partie de votre question, quelles sont les références pour un peu montrer cette diversité. Uxco Group sur la partie immobilier, on va avoir Isabelle Marant pour la mode, on va avoir BME, Bordeaux Métropole Énergie pour la partie énergie d'exploitation de gaz. Donc c'est assez, en effet assez varié en termes de secteurs, avec bien évidemment nos secteurs de prédilection qui excluent souvent les services financiers, notamment la partie bancaire. Ouais, non, bon, on comprend bien. Donc, clients diversifiés, du grand au petit, hein, grosso modo. Mais voilà, maintenant, l'idée, c'est de comprendre l'outil, hein, à la base. C'est quoi le mode d'implémentation? Est-ce que c'est du SaaS, du on-premise, de l'hybride? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Nous, on est SaaS, donc on a encore des clients on-premise qu'on essaie de Historique. maigrir, Historique, de migrer en effet, d'aider à franchir le cap. Souvent, c'est des clients dans la défense et du bancaire où on a besoin de construire des dossiers pour en quelque sorte les convaincre pour la partie sécurité derrière. Et notamment sur ce point-là, on est hébergé en Europe pour nos clients européens avec un data center à Stockholm et à Francfort et avec des copies sur Paris. C'est quel hébergeur? On travaille avec un gros hébergeur qui est Amazon Web Services, donc avec toutes les accréditations qui viennent avec, sachant que l'éditeur aussi, donc Lucanet, est certifié SOC 1, SOC 2, type 1 et type 2, ISO 27001, 27017, 27018. D'accord. Bon, de toute façon, en général, quand on est sur un cloud provider type AWS, GCP ou Azure, on a de toute façon les certifications. Exactement. Parce que exactement. eux, en fait, assurent la sécurité. Et justement, en termes de tarifs, comment ça fonctionne déjà? Est-ce que c'est de l'abonnement à la licence? Est-ce que c'est au nombre de sociétés, par exemple? Et est-ce que tu peux nous donner un tarif approximatif? Donc c'est de l'abonnement annuel, hein. Donc on a pris la décision aussi d'avoir une politique de tarification la plus simple et transparente aussi pour nos clients. Ça, c'est important pour nous. Et ça se base sur le scope fonctionnel dont le client a besoin, les différents modules, et après des informations plutôt de licence liées à l'utilisateur notamment. Sur la partie panier moyen, je vais vous répondre sur la partie reporting financier et conso. En moyenne, on est sur 25 000 euros par an. Ça inclut bien sûr l'hébergement, la sécurité derrière, le support, le customer success, un système de LMS pour la formation continue en ligne. Et c'est 25 000 euros pour un nombre d'utilisateurs? Comment ça fonctionne? Oui, c'est en nombre d'utilisateurs. Ça dépend aussi de chacun de nos produits, mais c'est généralement centré par le scope fonctionnel, nombre d'interfaces dont le client a besoin, etc. Vous venez de l'ETL, vous comprenez à quel point c'est important aussi pour les entreprises d'automatiser ce flux de données et aussi les utilisateurs. Ok. Et grosso modo, qu'on se donne un ordre d'idée, 25 000 euros, on a combien à peu près d'utilisateurs pour une société? En grosse maille. On doit être sur une dizaine d'utilisateurs et généralement c'est autour, en termes, pour situer aussi la taille de l'entreprise, en termes de 20 entités, 25 entités. Ok, ça marche, ça c'est un peu clair aussi. Après, bon, question pas facile, je le sais, à chaque fois je la pose quand même. C'est la durée d'implémentation. C'est quelque chose, je sais, on va me répondre comme d'habitude, oui, ça dépend du client, ça dépend du besoin, etc. Mais qu'on se donne un ordre d'idée sur le sweet spot, hein, sur à peu près les entreprises ETI, c'est quoi à peu près le package moyen, le nombre de jours à peu près d'implémentation pour ce type de client? Moi, je vais vous répondre de façon très factuelle. De notre côté, nous, on a fait le choix d'avoir une solution qui répond à notre ADN, c'est-à-dire des solutions simples à implémenter et simples à utiliser. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce que directement, les directeurs financiers, ils ont une payback période qui est très, très rapide. En termes de moyenne de jours sur notre sweet spot, on est sur une quinzaine de jours. Ok, c'est super rapide. Exactement. Et avec
aussi un objectif simple, c'est qu'à la fin de l'implémentation, le client soit autonome. Et comment on garantit ça? C'est qu'on le fait travailler. Il travaille dans les travaux d'implémentation, travaille dans les travaux de paramétrage, c'est paramétrage no-code, hein, c'est au clic de souris, et il a des devoirs aussi à réaliser de son côté. Et ça, c'est vraiment un facteur clé de succès de notre approche d'implémentation, puisque vous le savez autant que moi, utilisateur d'outils, on ne maîtrise pas un outil si on ne met pas les mains dedans. Clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Puis après, de toute façon, sinon, après, on est perdu dessus. Mais en 15 jours, du coup, on peut faire quoi, par exemple, hein? Quel type de module standard on peut... Alors, j'imagine déjà, c'est purement standard en 15 jours. Il n'y a pas de spécifique, il n'y a pas d'éléments rajoutés. Mais quel type de cube, en fait, vous mettez en place en 15 jours? Alors là, en 15 jours, je parle de la solution de consolidation de reporting financier. Okay. Alors, il y a un starter kit qui est proposé, ouais. mais il n'est pas figé. Hein. Oui. C'est du standard personnalisable. Donc, in fine, durant ces 15 jours-là, on a un certain nombre d'ateliers. Chaque atelier a une thématique précise. Donc, par exemple, je prends le premier atelier où là, on récupère toute la donnée historique du client. On construit ces rapports, en plus des rapports PCG, ANC, IFRF, hein, tout ce qui est standard, des rapports de gestion qui lui permettent de reporter à sa direction à proprement dit. Et à la fin de cet atelier, il a déjà ses données et son reporting prêt. Ok, c'est top. Ça, bon, donc du coup, à dire un pré-package 15 jours en co-construction. En co-construction. Et voilà, et bon, là-dessus, après, on part du standard, et puis après, j'imagine, on enrichit par rapport aux besoins. On enrichit, on personnalise, en effet. Et donc, une fois le premier atelier avec sa thématique terminée, il y a un certain nombre de devoirs qui sont donnés aux clients pour pouvoir continuer ses travaux. Le deuxième atelier, ça sera une thématique TFT, par exemple. Et là, en l'occurrence, on va faire la déclaration des flux, l'ensemble des éléments pour pouvoir réconcilier à la fin ces TFT et qu'il ait l'ensemble de ces TFT du groupe, et ainsi de suite. Et sur un projet plus lourd, plus gros, à peu près, votre moyenne, grosso modo, de nombre de jours, c'est à peu près combien? Sur des ETI, quoi. Bon, 15 jours, c'est pas une ETI. Hein. Mais sur une ETI, c'est à peu près combien de jours? Alors, sur les 15 jours, là, je peux vous citer, parce que c'est important de clarifier, on parle d'entités quand même à 150 millions, 200 millions de chiffre d'affaires. Étant récemment passé sur la partie commerciale du produit, j'ai vendu ce type de projet d'implémentation à des clients de cette taille-là, et on l'a tenu, et même des fois en dessous des délais. S'il y a des clients, en effet, là, on parle de 1 milliard, plus avec une complexité plus importante, on peut être autour de 25 jours. Ok, 25 jours, c'est quand même super rapide. Et justement, l'intégration, elle se fait comment? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous, éditeur, qui allez intégrer, ou est-ce que vous avez des cabinets d'intégration qui vous supportent et qui vous aident? Comment ça se passe? On a les deux. Donc, on a nos équipes de consulting qui sont certifiées et formées sur la solution, avec des connaissances à la fois techniques et métiers. Et on a aussi des partenaires, type classique, Big Four, etc., qui peuvent eux aussi intervenir auprès de nos clients. Si nos clients ont besoin d'un accompagnement plus personnalisé, d'AMOA, etc., où il y a une expertise nécessaire, type par exemple sur la partie consolidation statutaire, c'est un métier qui ne s'apprend pas en quelques années. Et là, en l'occurrence, on a des clients qui ont besoin, parce qu'ils n'ont pas l'expertise en interne, etc., d'un accompagnement d'experts dédiés à ça. Donc, on travaille sur les deux volets. Le choix dépend souvent du client, comme vous l'avez compris, de ce qu'il veut faire. Ça dépend aussi de la disponibilité des ressources et aussi ça dépend des compétences métiers dont on a besoin et dont on ne dispose pas forcément à l'instant T. Et c'est à peu près combien le panel d'intégrateurs, enfin combien vous avez à peu près de cabinets qui peuvent aider? Parce qu'on le sait très bien. Je crois bien au modèle de construction, il n'y a aucun problème, mais on sait très bien que dans le quotidien, c'est souvent compliqué justement de prendre du temps pour le mettre. Donc souvent, il y a des cabinets. Vous en avez combien, vous, à peu près, dans votre écosystème qui peuvent accompagner? À travers le monde,
Bon, après, à travers le monde, plutôt pour la France. Pour la honnêtement, France, pour la France, on devrait avoir environ une dizaine de ok. partenaires. Ouais. Ça commence à faire un beau Mm. panel. Et après, bah, justement, ma question d'après, c'est, bon, on a implémenté notre outil, ça fonctionne, on espère Mm. en tout cas. Et après, qu'est-ce qui se passe en termes de formation, d'accompagnement post-go live, comment ça se passe? Mm. Euh, je réitère sur le point de simplicité d'utilisation et de rapidité d'implémentation et surtout de garantir l'autonomie du client à la fin. Mhm. Ceci ne veut pas dire qu'on va le laisser tout seul. Parce que, bon, on est là pour les accompagner et pour s'assurer qu'ils continuent à utiliser la solution. Donc, une fois le Go Live est réalisé, on a un support à la fois fonctionnel et technique, une hotline disponible pour répondre aux besoins de nos clients. Ils ont accès à un espace de formation en ligne pour pouvoir apprendre sur de nouvelles fonctionnalités, maintenir aussi leur niveau de compétence, parce que si on utilise la solution une fois par an, c'est pas pareil que de l'utiliser une fois par mois. Par moment, on a besoin de revenir sur les bases. Et il y a également un Customer Success qui les accompagne sur leur niveau de satisfaction. En quelque sorte, c'est la voix du client. Si on voit que nos clients n'utilisent pas assez la solution, on va directement les contacter pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque, et derrière proposer un plan d'action concret avec éventuellement nos consultants qui viennent sur place, réaliser d'autres formations, les aider sur un certain nombre de tâches pour garantir qu'ils en tirent de la valeur qu'on leur a vendu initialement. Ok, donc bon, si je résume un peu, bon, une solution qui est en cloud, principalement pour des clients, on va dire ETI, mais aussi grands groupes, et ça marche aussi pour les petits groupes, on va dire. Euh, une enveloppe plutôt pas trop chère, pour moi en tout cas par rapport aux standards de marché que je connais. Donc on avait dit à peu près 25 000 euros pour une vingtaine, trentaine d'utilisateurs, selon un petit peu les besoins, puis j'imagine les négociations. Une intégration hyper rapide en co-construction, entre 15 et 25 jours, on va dire grosso modo, c'est un mois de projet. Voilà. Sur un mois de projet, on peut estimer qu'on peut commencer déjà à bosser avec Lucanet. La possibilité de bosser avec l'éditeur ou avec des intégrateurs, une dizaine de cabinets d'intégration. Donc voilà, c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a ça. Et après, les formations, donc des formations en ligne, du customer success, voilà, de l'accompagnement et aussi une hotline. Donc c'est parfait. Et donc, est-ce que je pourrais juste réagir sur la partie durée du projet, parce que ça c'est aussi important. Nous, on a pris le choix de ces quinzaines de jours de consulting de pouvoir les espacer ces ateliers-là. C'est pas 15 jours. Exactement, c'est pas 15 jours direct. Donc, en effet, au bout du premier mois, on peut commencer à reporter avec Lucanet, mais généralement, en durée moyenne, avec cet espacement de ces jours-là sur des coûts d'atelier de 2 jours, on est autour de 3 mois. Oui, ok. Parce qu'ils ont des choses à faire aussi en parallèle. Oui, construire les rapports, de vérifier les règles, de faire ses tests unitaires. Et du travail de tous les jours, parce qu'in fine, ils implémentent une solution. Ils ont une charge aussi qui est limitée pour consacrer à cette solution, parce qu'il y a du BAU. Et donc, nous, on prend conscience de ça. On l'intègre dans notre approche projet et aussi dans l'espacement des ateliers et des travaux. Ok. Très clair. Et alors cette solution, elle a l'air géniale. Et c'est quoi justement c'est quoi les avantages de la solution Lucanet? Alors on en avait parlé au début avec l'aspect plateforme. Ça c'est extrêmement important. Donc c'est une plateforme tout en un pour les directions financières et pour répondre à l'ensemble des besoins de la direction financière. Donc entre conso, FP&A, TMS, taxes, ainsi de suite. Ça, c'est un avantage d'avoir un seul éditeur, une seule solution, un seul contrat, un seul point de contact. Ah oui, ça, c'est sûr. Pour le client, c'est un très gros avantage parce qu'il n'y a pas ce côté données éparpillées, outils hétérogènes.
Ça, c'est le premier avantage pour moi de la solution Lucanet. Le deuxième, c'est la rapidité d'implémentation et de prise en main. Donc, avec des ateliers de co-construction espacés sur le temps qui garantissent l'autonomie de l'utilisateur et aussi de pouvoir directement avoir des quick wins et un retour sur investissement rapide. Pas des projets avec des spécifications qui durent 3 mois, 6 mois, des projets à 1 an et demi. Ça, c'est pas notre parti pris. Et ça plaît beaucoup à nos clients. Ok. Et si on devait aller chercher les éléments différenciants par rapport aux autres plateformes et aux autres éditeurs, ce serait quoi pour toi? Premier point différenciant quand vous êtes sur l'ETL, c'est la connectivité au système source. Donc aujourd'hui, on a plus de 350 connecteurs natifs standards avec des ERP du marché. Et on travaille, ça sera un peu ce qui arrivera par la suite, sur un data lake qui facilitera en fait, in fine, l'intégration de la donnée en amont. Parce qu'aujourd'hui, un ETL, un script ETL par ERP. Là, en l'occurrence, avec un data lake, il y a des connexions, on récupère de la donnée et les restructurer dans ce data lake selon les besoins et les standards qu'on souhaite. Et après, on a un seul connecteur à maintenir, qui est celui de data lake vers Lucanet. Et ça, c'est un game changer. Donc ça, c'est le premier point différenciant. Le deuxième point différenciant, c'est, et je reviens dessus parce que... et j'insiste énormément dessus, c'est la simplicité d'utilisation. Alors, je ne vous dis pas que demain, vous avez Lucanet, vous allez pouvoir l'apprendre avec un investissement minimum. C'est normal, hein, au début, quand on a appris Excel, il fallait mettre les mains dedans. Donc, il y a un ticket de départ, mais derrière, l'outil est à vous. Vous pouvez le faire évoluer. Vous avez besoin, par exemple, si on part sur la partie FP&A, créer un rapport, on n'appelle pas l'éditeur, on n'appelle pas le consultant, on n'appelle pas l'intégrateur. Vous avez la main de le faire avec un clic droit nouveau, etc., de pouvoir le faire et l'alimenter à votre guise. Ok. Et un autre point? Non, c'est bon. Comment? Un autre point? Non, c'est bon. Et donc, on a bien compris les avantages. Donc, bon, beaucoup de connecteurs. Et bon, bientôt un data lake, ce que vous êtes en train d'essayer de construire, de ce que je comprends, et qui permettra de structurer la donnée, en réalité, c'est ça l'objectif. Et après, attends, on avait dit quoi le dernier point? Le dernier, simplicité d'utilisation. Et voilà, et simplicité d'utilisation, parce que justement, l'objectif, c'est que l'utilisateur n'est pas appelé à un cabinet de consulting, parce que trop complexe à maintenir, trop complexe à créer. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment une plateforme no-code, en réalité. Mais bon, si c'était la plateforme idéale, tout le monde serait dessus. Et pour moi, il n'y a pas de plateforme idéale, ça n'existe pas à date. C'est quoi les inconvénients de la solution? Très bon point en effet. L'inconvénient pour moi aujourd'hui, alors Lucanet s'est concentré sur ses points forts depuis sa création et ses outils, disons métiers. Et sur la partie visualisation BI, on s'intègre à des solutions tierces type Power BI, ClickView, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir au niveau de la plateforme, justement, un espace BI pour pouvoir réaliser son dashboarding, etc. Donc c'est une limite, mais qui est passagère, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour pouvoir répondre à ce besoin-là et de façon à ne pas avoir besoin de faire des intégrations avec des solutions tierces. Donc c'est quelque chose qui sortira en 2026 normalement. Parce que là, de ce que je comprends, du coup, donc la partie DataVis n'est pas dans l'outil Lucanet. En fait, c'est une interconnexion, mais est-ce qu'il faut que le client ait cet outil, qu'il ait un Power BI ou qu'il ait un Click ou un Tableau, j'en sais rien, ou est-ce que en fait vous proposez quand même une solution mais qui est déjà intégrée en fait Power BI et ils peuvent utiliser celui-là? Enfin, comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, donc il y a de la visualisation, mais pas
aussi avancé que sur ce qu'on connaît dans un outil BI pur. Donc normalement, nous, ce qu'on fournit, c'est la capacité d'extraire de la donnée, de tout le travail qui a été fait sur la conso, reporting, FP&A, ESG, etc. Et de le visualiser de l'extraire de cette donnée, de le mettre dans une base de données SQL que après derrière le client connecte à son outil de dashboarding, Tableau, D'accord. Power BI, etc. Ok, je comprends. On a des consultants en interne, BI, au cas où le client n'a pas la compétence de construire ces rapports, qui peuvent intervenir pour construire ces dashboards pour lui. Ok, donc bon, intéressant. Et puis à savoir aussi quand même, parce que si on, en fait, on va pas viser un outil de data vis pour l'instant en prenant Lucanet. En réalité, on va l'utiliser pour la console, le traitement de données, le reporting, mais pas encore la data vis. Mais Exactement. bientôt en 2026. FP&A et taxes aussi, hein, c'est un point extrêmement important, notamment sur la partie Pillar 2, CBCR, sur la partie internationale. Et il y a également la partie aussi locale, savoir les impôts différés, TVA aussi, ainsi de suite. Et est-ce qu'il y a un autre inconvénient à cet outil? Donc bon, ça, on le comprend. Bon, pas super pratique, mais bon, moi, je n'y vois pas un handicap majeur en réalité. Parce que bon, la partie data vis, c'est quelque chose qui se fait. Voilà, c'est pas non plus. Enfin, la population financière, elle est quand même assez à l'aise en général avec ça. Quand la donnée elle est structurée, Power BI et refaire des restitutions, c'est pas compliqué. Et est-ce qu'il y a un autre inconvénient à la solution? Je dirais le deuxième inconvénient, ça serait lié à l'envie qu'on peut avoir des fois chez certains clients de ultra personnaliser. Pourquoi c'est un inconvénient? Parce que ça rallonge les durées de projet. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'on fournit au départ, on l'enlève et on reconstruit en fait l'ensemble. Et c'est ça, je dirais, le deuxième inconvénient. C'est pas une solution un peu ce qu'on peut construire from scratch aux petits oignons. Il y a déjà quelque chose de base qu'on peut personnaliser, mais si vous cherchez quelque chose à votre goût, ça sera pas Lucanet. Je comprends. Oui, parce que il y a une structure Il de y a une base. structure. Il y a une structure de base à respecter. Exactement. Moi, je le vois aussi. C'est aussi le. Je vais être cash, hein, c'est le pendant des solutions les moins chères. Le pendant des solutions les moins chères, c'est qu'elles ont aussi un cadre. Et moi, je le trouve bien. Et pour la finance, c'est important. Mais si on veut la solution qui fait papa, maman, le café, eh ben, on va prendre quelque chose de beaucoup plus cher, qui a beaucoup plus de fonctionnalités, mais on assume aussi son enveloppe. Enfin, voilà. Donc sur ça, donc je comprends l'inconvénient. Et puis bon, on comprend aussi vu que c'est un peu self-service, ça demande aussi en interne à une rigueur. C'est-à-dire qu'on pourrait s'amuser à construire 1 million de rapports et de nouveaux trucs et de nouveaux états de saisie et des choses comme ça. Attention aussi à ça, dans toutes les solutions self-service. Le risque, c'est de dériver à un moment et que la personne qui a créé des 150 rapports finisse par partir et après on se dit mince, qu'est-ce qu'il a créé quoi. Exactement. Et donc ça, en effet, c'est... et je reviendrai dessus parce que c'est un point aussi important. J'aimerais avant aussi revenir sur la partie personnalisation parce qu'on là, on discute, on réfléchit. En l'occurrence, c'est pas complètement un désavantage parce que ce que je me dis qu'in fine, il y a une direction financière en place qui a envie de construire quelque chose à ses yeux, à son image, et que derrière cette direction financière change, bonne chance à tout reconstruire. Et donc là, on repasse sur un projet tous les outils, complètement. Et là, on discute sur la partie financière. Hein. Il y a 80% du standard. Pourquoi on va réinventer justement la roue? Et deuxième point, parce que ça c'est important, hein, le panier moyen que je vous ai donné, avec les dizaines d'entités et les dizaines d'utilisateurs de 25 000 euros, et uniquement pour la partie reporting financier et consolidation. Donc si forcément il y a une approche modulaire, si un client souhaite une couverture beaucoup plus large,
et à un niveau de licence beaucoup plus large, là, en l'occurrence, on n'est plus sur les mêmes tarifs. Oui, quand on commence à rentrer dans la partie FP&A, à vouloir faire des rapports Exactement, dans tous les sens, faire du exactement, HR, faire autre chose, exactement, forcément. exactement. Forcément, là, le prix, l'approche prix est complètement plus la même, mais on a aussi, comment dirais-je, un tarif dégressif en fonction des modules que le client choisit. Bon, c'est très intéressant en tout cas. Donc bon, on voit des bons avantages. Déjà, plein de connecteurs, ça c'est cool. Euh, une facilité d'implémentation qui quand même est, enfin, c'est assez cohérent. En plus, avec le tarif initial d'entrée, c'est hyper cohérent. Et dans les inconvénients, pas vraiment de data visualisation, on va dire au niveau des outils purs data vis, parce qu'il ne faut pas oublier que chacun son métier en fait aussi en réalité, mais vous êtes quand même en train de travailler sur la roadmap dessus. Et après, l'inconvénient, c'est un outil structuré, donc on rentre dans la structure initialement, et c'est idéal pour justement tenir les coûts et les délais. Mais après, bien sûr, on peut négocier, avancer, faire évoluer l'outil. Donc voilà, et puis ça dépendra du besoin, hein, comme toujours. Hein. Je te dis toujours, Exactement. c'est le besoin qui guide en fait le choix de l'outil en réalité. Et c'est quoi la roadmap en fait? C'est quoi votre roadmap justement? Bon, tu nous as parlé là justement de la partie DataVis, de la partie Data Lake. C'est quoi votre roadmap justement? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place un peu pour qu'on se fasse un peu une idée de ce qu'il y aura demain chez Lucanet? Donc le data lake extrêmement extrêmement important que j'ai détaillé avant. Le deuxième point, et ce n'est pas une surprise, c'est la partie intelligence artificielle, mais plutôt dans l'agentique, puisqu'on dispose déjà de chatbot avec la base de connaissances, génération de graphiques, génération de rapports. Mais là, l'objectif sur lequel on travaillait, on a déjà sorti des choses fin 2025 et on continue à le faire sur cette année, c'est d'avoir des assistants spécialisés par tâche qui accompagnent nos utilisateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils les remplacent, parce que nous, tous, on utilise l'intelligence artificielle. C'est comme un collègue super fort qui travaille tout le temps, mais qu'il faut quand même de temps en temps passer derrière lui. Donc ça remplace pas. On aura toujours besoin d'un regard humain. Et donc justement, sur ces agents, par exemple, on a sorti fin 2025 l'agent Tagger pour le tagging XBRL. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça se passe pour taguer un rapport. Et pour taguer un rapport, par exemple, sans un agent, c'est long. C'est très fastidieux. Et il y a une taxonomie. Il ne faut pas oublier qu'il y en a encore beaucoup qui sont sur Word et qui sont en train de faire la main. Exactement, c'est du drag and drop, etc. Donc c'est assez fastidieux. Et avec justement l'agent, avec un taux d'efficacité à plus de 90%, arrive à faire taguer des rapports de centaines de pages en quelques minutes. C'est vraiment impressionnant le gain de productivité généré derrière. Et l'idée, là, avec les agents qui sortiront cette année pour la partie contrôle, mapping, analyse, donc analyse des variations, recommandations, c'est toujours dans la même approche, économiser du temps aux financiers, pour qu'ils passent plus de temps à contrôler, agréger de la donnée, etc. et qu'ils se concentrent sur du business partnering, qui est en fait la raison pour laquelle on a tous fait ce métier. C'est pas pour rien que je l'ai appelé business partner. Exact. Ah tiens, ça tombe Et c'est intéressant aussi sur cette partie-là, juste qu'on comprenne. L'IA, ça peut faire un peu peur des fois à des DAF. Justement, sur quelle technologie vous appuyez, comment ça se passe en termes de sécurité, notamment, parce que tout le monde n'a pas envie d'exposer ses données, donc comment ça se passe en fait un petit peu? Bien sûr, toutes les données et tous les modèles, on a un hébergement chez nous en Europe qui respecte nos accréditations et aussi RGDP. En termes de modèles utilisés, on utilise un certain nombre, mais pour l'agentique, on ne se cache pas qu'aujourd'hui, le modèle qui est extrêmement fort là-dessus, c'est Claude. Et sur la partie aussi traitement de la donnée qui passe par des calls API sur l'IA, on garantit à nos clients que leurs données ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. Il y a des temps très limités de conservation des chats, on est sur 24 heures. Pareil pour la partie log,
se permet de conserver pour une partie plus longue, mais uniquement pour des sujets de sécurité. Et on n'a pas de visibilité sur la donnée financière qui transite sur les flux. Donc ça, c'est les garanties qu'on offre, et on est en train aussi de poursuivre une certification ISO, il me semble que c'est 42001 sur la partie IA, justement. Ok, donc c'est un serveur dans lequel en interne vous avez Claude qui tourne, vous avez un modèle de Claude qui est à l'intérieur, et ça permet du coup au financier de poser sa question. Poser sa question, ça tourne en interne, ça ne sort pas, ça ne va pas à l'extérieur. Et après, justement, ce qu'on disait, c'est il y a des éliminations des questions au fur et à mesure. On garde des logs parce qu'il y a la sécurité et forcément il y a du tracing parce que si un jour il y a un problème, il faut quand même savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est très intéressant. Pour schématiser, en effet, simplifier, c'est exactement ça. Bon, on ne va pas rentrer dans les colloques, voilà, etc. C'est juste mais pour prendre au global, effet, c'est surtout rassurer les gens sur la sécurité. Parce que souvent, les gens se disent l'IA, c'est un problème si j'interroge mes données, si je mets mes rapports. Faut pas oublier que dans les éditeurs, vous avez sécurisé le truc. C'est pas interroger ChatGPT ou Claude sur Internet. C'est pas la même chose. Donc voilà. Pardon. Du coup, en tout cas, merci beaucoup Yassir. C'était vraiment intéressant. J'invite tout le monde du coup à découvrir Lucanet. Vous serez dans la newsletter que je fais habituellement, dans laquelle vous serez dans le coopératif. Merci de t'être prêté au jeu. Voilà, j'espère que les gens vont le découvrir ou redécouvrir, parce qu'il y a aussi des gens qui redécouvrent des solutions qu'ils ont utilisées par le passé et puis après ils se disent tiens, ça fait un petit tilt. Je mettrai les liens pour vous contacter pour les démos, et voilà, j'espère qu'en tout cas ça aura été intéressant pour tout le monde. Donc merci beaucoup, merci à toi. Merci à toi Jonathan.